Hey tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été très demandée. Pourquoi je vous déconseille d'utiliser Doctolib? Alors évidemment, cette vidéo est à destination uniquement des psychologues, pour les autres professionnels de santé, j'ai pas d'avis. On va donc voir ensemble en détail les points négatifs que je reproche à cette plateforme, mais je vous partagerai également les quelques points positifs parce que oui, il y en a quand même et je vous donnerai quelques petits conseils si vous voulez quand même l'utiliser. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Oui, parce que je bannis pas non plus entièrement Doctolib. Alors avant de commencer, un petit rappel s'impose sur Doctolib. Évidemment, tout le monde sait ce que c'est que Doctolib aujourd'hui. C'est un annuaire de professionnels de santé où on peut prendre rendez-vous directement en ligne sans avoir besoin ni d'appeler ni d'envoyer un mail. Tout se fait en un seul clic. Mais ce qui nous intéresse, nous, les psychologues, ou futurs psy, parce que je sais que certains qui me regardent sont des étudiants, alors bonjour à eux, c'est que Doctolib n'est pas réservé que pour les médecins. N'importe quel professionnel de santé peut s'inscrire à la plateforme. Donc dans l'idée, c'est quand même sympa, tu te dis, tiens, je vais commencer mon activité libérale, j'aimerais faciliter l'accès des rendez-vous aux patients, allez, je m'inscris. L'erreur! Oui, dans l'idée, c'est quand même un chouette concept, mais en réalité, pas tant que ça. On va voir ensemble les 8 raisons qui font que je vous déconseille de vous inscrire sur Doctolib en tant que psychologue. Alors, la raison numéro 1, c'est l'absence de lien. L'un des points essentiels que l'on apprend, et ce, dès le début de nos études, c'est le lien qu'il y a entre le psychologue et son patient. C'est ce qu'on appelle, pour faire court, l'alliance thérapeutique. Et il fait 80% du job. Et il commence dès les premiers instants. Moi, je me souviens pour la petite histoire en Master 1, j'avais des cours d'entretien clinique et notre prof nous faisait faire des jeux de rôle. C'était vraiment très chouette parce qu'on imaginait justement recevoir notre patient, quoi lui dire, comment lui dire, notamment lors du premier rendez-vous, etc. Et elle nous faisait aussi jouer les coups de téléphone. Idée quand même vraiment brillante parce que, avouez, on a quand même tous peur des premiers coups de téléphone. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et elle nous avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué, que l'alliance thérapeutique commençait dès le premier coup de téléphone. Et c'est vrai, quand on regarde bien, lorsqu'on appelle un professionnel de santé, peu importe qui, on sent tout de suite si le feeling est là ou pas. Si ça passe bien, si on a hâte d'avoir le rendez-vous, etc. Et ce moment où tu as le professionnel justement au bout du fil, ça change tout. La voix, l'intonation, la manière de répondre, l'implication du praticien, la bienveillance, etc. Tout ça, on l'observe consciemment et inconsciemment et ça crée directement un lien avec lui. Or, quand t'es devant ton ordinateur pour prendre un rendez-vous, il est où le lien? Nulle part. Tu prends ton rendez-vous avec quelqu'un un peu au hasard, sans trop savoir si il ou elle correspond à ce que tu recherches. Et inversement d'ailleurs, en tant que thérapeute, tu sais absolument rien sur ton patient. C'est pourtant super important quand même ce moment d'échange avec le patient. Tu peux le rassurer s'il a des craintes, tu peux l'informer s'il a des questions, tu sais exactement la raison pour laquelle il veut consulter, mais la demande! On vous en a jamais parlé à la fac ou quoi? La demande, c'est super important dans la prise de rendez-vous. C'est du matériel clinique qui sert énormément par la suite, justement. Avec Doctolib, tout ça, on n'a pas de réelle implication des deux côtés. Et ça participe grandement à une forme de déshumanisation, à une consommation poussée de rendez-vous, à mon sens, en oubliant l'essentiel, le lien, l'humain. La raison numéro 2, l'absence de communication. Alors je viens de vous en parler juste avant, Doctolib crée une absence totale de communication, notamment en ce qui concerne l'orientation du patient. Il faut se rappeler quand même que les patients ne sont pas toujours bien au courant des différences entre psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, etc. Rarement en réalité. C'est pas simple quand même pour eux et je les comprends. Donc ils peuvent se tromper de praticien ou même s'ils choisissent le bon, vous n'êtes pas forcément la bonne personne pour lui. Oui, vous avez peut-être pas forcément la formation nécessaire. Personnellement, j'ai réorienté de nombreux patients parce que lorsque je leur demande le motif de la demande au téléphone, je me rends compte que je suis pas la personne la plus adaptée. Par exemple, ils veulent un traitement médicamenteux, et donc je suis pas psychiatre. Ils veulent travailler le TDAH de leur fille, c'est pas ma spécialité, etc. Et du coup, de cette manière, il y a à la fois moins d'errance médicale, puisque j'explique aux patients vers qui ils doivent se diriger et je leur communique des confrères ou consoeurs, et en même temps, j'évite à tout le monde un rendez-vous qui donnera pas suite à une réelle prise en charge thérapeutique de mon côté. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur l'errance médicale. Il y en a quand même beaucoup malheureusement. Et si on pouvait davantage informer nos patients, ce serait quand même pas mal, vous trouvez pas ?
Mais ça, à travers un écran, c'est tout simplement pas possible. Autre point sur cette raison-là, c'est que nous avons parfois besoin d'informer le patient de certaines modalités, comme par exemple pas de carte bleue ou pas de salle d'attente, si le cabinet est situé dans un endroit un peu difficile d'accès, ou encore si, je sais pas, il a besoin d'amener certains documents, le tarif des consultations, le remboursement. Encore une fois, Doctolib ne permet pas de transmettre ces informations. Troisième raison, c'est la facilité d'annuler un rendez-vous. Pour moi, cette raison, elle constitue le deuxième gros point noir. Il est extrêmement facile d'annuler un rendez-vous sur Doctolib. Moi, je prends mon téléphone et je clique hop sur annuler. Voilà, c'est simple, non? Mais le reste, Cette méthode participe encore une fois à la déshumanisation totale. On oublie qu'il y a une vraie personne en face qui nous attend, qui ne comprend pas toujours pourquoi le rendez-vous a été annulé, que ce soit pour les nouveaux patients ou non d'ailleurs. En tant que professionnelle, je me sens pas du tout reconnue dans mon travail de cette manière. J'ai l'impression que c'est un peu le marché, un coup oui, puis un coup non, puis de toute façon je m'en fiche parce que j'ai pas besoin de me confronter au psychologue. Appeler le psychologue pour annuler le rendez-vous, ça demande de se confronter et d'exposer les raisons, peu importe les raisons d'ailleurs, mais à nouveau, il y a de l'échange. Souvent, lorsqu'il s'agit de nouveaux patients, la raison principale, c'est la peur. Alors c'est dommage justement de squeezer l'étape du téléphone. Le psy pourrait comprendre les peurs du patient, ses doutes, il pourrait lui expliquer comment le rendez-vous se passe, le rassurer, etc. Même si la finalité est la même, mais au moins le patient se sent considéré, et le psy aussi d'ailleurs. Et lorsque le patient se sentira prêt à reprendre rendez-vous, il reviendra probablement vers vous parce qu'il aura déjà eu ce lien de confiance établi. Mais là, avec Doctolib, il vous aura probablement oublié et ses peurs resteront probablement inchangées. D'autant plus que Doctolib a mis en place un système de SMS de rappel la veille qui demande au patient s'il veut annuler le rendez-vous. Comment encourager le patient à ne pas maintenir son rendez-vous, quoi. Rappeler au patient qu'il a un rendez-vous, ok, même si à mon sens ça participe quand même à une forme d'infantilisation, mais pourquoi pas. Mais alors leur proposer carrément d'annuler, t'es sûr que le patient qui hésitait, lui, il va cliquer. On sait à quel point aller chez le psychologue peut représenter vraiment une étape difficile à franchir, même si on en ressent fortement le besoin. C'est donc dommage d'inciter le patient à annuler. Surtout que lorsque les rendez-vous sont annulés plus de 48 heures à l'avance, le professionnel n'est pas forcément informé. Pratique. T'es donc obligé de checker régulièrement ton agenda. Et la raison numéro 4, une mauvaise gestion des rendez-vous. L'agenda Doctolib, c'est bien en théorie. Tu as les rendez-vous notés, un SMS de rappel automatique qui est envoyé au patient, ok. Sauf que, on n'est pas toujours averti des nouveaux rendez-vous et des rendez-vous annulés, ce qui n'est pas franchement pratique. Lorsqu'on est en rendez-vous, on doit toujours avoir une connexion internet pour fixer un rendez-vous sur l'agenda, ce qui n'est pas toujours possible. Il peut y avoir plein de doublons de rendez-vous, suffit qu'il y ait un rendez-vous qui ait été fixé au même moment avec un patient physique. Sur l'application mobile, il n'y a pas toutes les fonctionnalités comme les ouvertures, fermetures de son agenda, etc. Raison numéro 5, une mauvaise visibilité. Doctolib vend leur plateforme comme apportant énormément de visibilité. Or, c'est faux. Oui, on est plus visible, mais uniquement sur leur plateforme. Or, aujourd'hui, tous les patients ne passent pas forcément par Doctolib. D'ailleurs, majoritairement, il faut une recherche organique sur Internet, c'est-à-dire qu'ils tapent sur Google « psychologue » plus le nom de leur ville dans laquelle ils se trouvent. Oui, on veut tous un psy pas très loin de chez soi ou de son travail. C'est donc pas parce que vous êtes présent sur Doctolib que vous serez présent aussi sur les moteurs de recherche. Pas du tout. Vous ne le serez pas en fait, pas du tout. Donc si vous passez uniquement par Doctolib, vous serez visible seulement à ceux qui font leur recherche sur Doctolib et non pas sur Google. Et les patients qui font leur recherche de psy sur Google représentent quand même un pourcentage assez important. Autre point, la visibilité n'est pas automatique, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous payez l'abonnement Doctolib que vous êtes nécessairement plus visible que les autres. Ça aussi, c'est faux. En réalité, il y a un roulement, c'est-à-dire qu'un jour, tu vas te retrouver en tête des recherches, puis le jour suivant, au fin fond, tu sais, des pages là-bas que plus personne ne regarde, perdu. Et enfin, j'ai entendu plein de personnes me dire qu'elles se sont inscrites sur Doctolib et que malgré ça, les rendez-vous ne décollaient pas. Oui, c'est pas magique. Il y a des moyens bien plus efficaces, touchant bien plus de personnes que sur Doctolib, et ça, c'est ce que je transmets notamment aux membres de la formation Ostonlib. Et ils l'ont vu d'ailleurs par eux-mêmes. Raison numéro 6, une vraie dépendance. Alors, un autre point qui m'énerve profondément, c'est que Doctolib vient créer chez vous une dépendance. Oui, vous ne pouvez plus vous passer de la plateforme après. Vous avez votre agenda en ligne, vos patients sont habitués à l'utiliser, vous vous dites que revenir à la bonne vieille méthode de l'agenda papier, c'est révolu. Bref, ils vous ont eu.
Bon, j'exagère un peu en disant ça, mais pas tant que ça en réalité. Je tiens toutefois à les féliciter parce que niveau marketing, ils sont vraiment très forts de créer justement chez son audience une dépendance. D'ailleurs, on appelle ça en psychologie l'effet d'accoutumance. Plus vous utilisez le produit, moins vous pensez pouvoir vous en passer. Personnellement, ça me pose un problème. Toute la plateforme est optimisée pour que vous puissiez l'utiliser un maximum. Alors oui, ça peut simplifier la vie, mais pour moi, rien de plus simple que le bon vieux agenda papier. On est déjà suffisamment dépendant de plein de choses dans notre vie pour ne pas en rajouter une couche. Enfin, ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Raison numéro 7, leur mauvaise pratique. La communication de Doctolib est à mon sens vraiment très agressive. J'ai jamais été chez eux et je reçois sans mentir environ 2 appels par mois de leur part et ça peut monter jusqu'à 5 à 6 appels par mois. Quand on est professionnel, honnêtement, on reçoit énormément d'appels pour acheter ceci ou être abonné à cela, etc. Et je trouve ça vraiment très agaçant de voir l'insistance en fait de Doctolib au refus de s'abonner. Leur politique peut convenir à plein de personnes, mais personnellement, moi, ça me dérange. Et en ce qui concerne les utilisateurs de Doctolib, donc ceux qui ont déjà été chez eux, j'ai plusieurs personnes qui me disent qu'ils sont assez insistants pour s'abonner à d'autres modalités, mais aussi qu'ils encouragent davantage la dépendance en prenant la main sur certains comptes. Par exemple, je connais plusieurs psychologues qui ont souhaité partir de chez Doctolib et qui ont découvert que Doctolib avait la main sur leur compte Google My Business notamment. Ils ont mis plusieurs mois avant de réussir à récupérer l'entière gestion de leur compte, dont une qui a carrément créé un nouveau compte quand même. Donc je vous invite aussi à être attentif parce que certaines de leurs pratiques laissent quand même, à mon sens, un peu à désirer. Raison numéro 8, le prix de Doctolib. Alors le prix de Doctolib est très cher. Il s'agit d'un abonnement mensuel à hauteur de 129 € par mois qui vous permet d'avoir accès à la visibilité de leur site et à la prise de rendez-vous des patients, donc l'agenda en ligne. Mais si vous souhaitez aussi proposer aux patients des visios en passant par leur plateforme où ils peuvent directement prendre rendez-vous en ligne, il faudra rajouter 79 € en plus de l'abonnement. Je trouve ça vraiment excessivement cher et peu rentable quand on regarde tous les points négatifs que je vous ai cités et le ratio gain-perte en sachant que d'autres outils sont bien plus rentables, beaucoup moins chers, qui permettent justement de générer plus de trafic et donc plus de rendez-vous. Alors oui, vous n'avez pas à répondre au téléphone avec Doctolib, c'est pratique, mais à mon sens, ça fait quand même partie du job de répondre au téléphone, surtout lorsqu'on sait l'importance que ce premier lien, ce premier coup de téléphone peut engendrer. Étant en libéral depuis plus de 5 ans maintenant, j'ai jamais eu de problème à gérer seul mes rendez-vous. Je suis jamais passée par une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, ni par une secrétaire, et je m'en suis toujours très bien sortie. Oui, ça demande un peu d'organisation, oui, il faut rappeler les patients entre les consultations ou après une longue journée de travail, ok, mais à mon sens, c'est aussi notre job quand on est en libéral. Donc, si vous souhaitez absolument avoir un agenda en ligne, malgré tout ce que je viens de vous dire, pourquoi ne pas créer votre site internet, intégrer des agendas en ligne qui vous coûteront 20 à 30 € par mois, qui sont donc beaucoup moins chers et tout aussi bien. Une question, quid de la confidentialité? Avant de passer aux 4 points positifs de Doctolib, je tiens à poser une question en ce qui concerne la confidentialité des patients qui passent par Doctolib. On sait, en tant que psychologue, que le respect de la confidentialité est vraiment un point essentiel, si ce n'est crucial, de notre pratique. Or, les patients doivent transmettre leurs informations personnelles pour prendre un rendez-vous en créant un compte. Et je m'interroge donc sur la confidentialité que fait Doctolib de ces informations. Et pour nous, qu'en est-il de notre éthique? Alors, je n'ai pas de réponse à ces questions, mais il me semble quand même important d'y réfléchir. D'ailleurs, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je serais vraiment ravie de vous lire. Alors maintenant, passons donc aux 4 points positifs que je peux toutefois accorder à Doctolib. Le point numéro 1, c'est la gestion de l'agenda. On va pas se mentir, c'est quand même plutôt pratique. On limite le nombre d'appels passés entre les consultations, donc plus de confort pour nous, parce qu'on sait très bien qu'on a très peu de temps entre les consultations. Bon, alors ça dépend de l'organisation de chacun, mais en général, c'est que quelques minutes entre chaque consultation. Donc avoir ce temps-là vraiment pour soi sans rappeler les patients, c'est pratique. Donc ça permet de se décharger de ses responsabilités et de tout répertorier au même endroit. Point positif numéro 2, le filtrage des patients. Doctolib a mis en place une sorte de filtrage. Si un patient annule à plusieurs reprises ses rendez-vous, eh bien on peut bloquer la prise de rendez-vous pour ce patient. Il est vrai qu'on rencontre des patients parfois qui n'honorent pas leur rendez-vous et qui cessent de les repousser. Et cette fonctionnalité peut donc s'avérer assez intéressante pour limiter les abus.
Je rajouterais également que le filtrage de Doctolib est aussi intéressant du côté des personnes qui sont pas forcément dans une démarche de prise de rendez-vous. Vous avez certaines personnes qui vous appellent pour rigoler avec leurs potes. Oui, ça arrive. Je vous rassure, ça n'arrive quand même pas très souvent, mais ça peut, et en étant sur Doctolib, vous n'avez pas affaire à ce genre d'appel désobligeant. Point positif numéro 3, les fiches des patients. Avec Doctolib, vous avez des fiches patients qui sont créées automatiquement, même si ça pose quand même la question de la confidentialité par rapport au stockage des informations et aussi d'ailleurs par rapport au RGPD. C'est plutôt pratique et vous pouvez retrouver très rapidement toutes les informations de vos patients dès que vous en avez besoin. Et ça, franchement, j'avoue, c'est chouette. Point positif numéro 4, le rappel des SMS. Les patients reçoivent un SMS de rappel la veille de leur rendez-vous. Alors même si selon moi ça participe à une infantilisation des patients et un encouragement à annuler les rendez-vous, ça peut s'avérer pratique et c'est de plus en plus courant maintenant pour n'importe quel rendez-vous d'avoir ce fameux SMS de rappel. Voilà donc mon avis sur Doctolib. J'ai absolument rien contre la plateforme, je pense juste qu'elle n'est pas en adéquation avec notre profession de psychologue. Je vous rappelle toutefois qu'il ne s'agit que de mon avis personnel et que depuis l'écriture de cette vidéo, il y a dû probablement avoir des changements un petit peu dans la plateforme de Doctolib. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais beaucoup justement échanger avec vous. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est vraiment très important pour moi d'avoir vos avis. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez des idées, des envies de vidéos, n'hésitez pas à m'écrire. Je serais vraiment ravie de pouvoir les réaliser maintenant que j'ai repris un rythme assez soutenu de vidéos sur YouTube. Vous retrouverez toutes les informations sur Ostonlib et le prochain webinaire ainsi que la nouvelle plateforme que j'ai créée, la WeSchool, en barre de description. Je vous retrouve tout de suite sur Instagram et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!